Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir. Moi, c'est Justine et Cécile m'accompagne pour cette présentation. Bienvenue à tous à cette journée claire, donc 2023. Nous sommes très contents de vous accueillir et nous allons donc aborder au cours de cette journée une notion peut-être un peu mystérieuse sous le nom d'empowerment. En fait, au cours de la journée, vous allez vous rendre compte que vous la connaissez déjà, cette notion, et vous l'appliquez déjà en partie dans votre parcours de patient. Nous, ce qu'on voudrait, au travers de cette journée, c'est vous inviter à l'appliquer encore plus et à vous impliquer encore plus dans votre parcours et votre vie avec la maladie. Alors, donner une définition de l'empowerment, je pourrais vous en donner 2 ou 3, il y en a différentes qui existent, mais en général, elles sont longues. Elles sont complexes et on ne les retient pas. Je pense que vraiment la notion essentielle, qui est comprise par tout le monde, même s'il n'est pas anglophone dans ce terme, c'est power, le pouvoir. Et en effet, l'empowerment, c'est une invitation à reprendre le pouvoir dans nos vies, malgré cette maladie qui nous accompagne et dont nous n'avons vraiment pas souhaité la présence au départ. Et pourtant, si vous prenez le temps de la comprendre, de l'apprivoiser, de vous impliquer dans ce que ça signifie de vivre avec cette maladie-là, vous pouvez arriver à des aspects vraiment très positifs. Et ça peut se décliner de façon vraiment de 1000 facettes. Et c'est l'invitation tout au cours de cette journée de découvrir ces différentes facettes. Alors, ce terme d'empowerment, vous allez le retrouver dans différents domaines. On va vous en parler même dans un domaine économique, parce qu'un malade qui a repris le pouvoir sur sa maladie, c'est un malade qui se soigne mieux, c'est un malade qui coûte moins cher à la société. Et donc, la société, elle est maintenant très ouverte à cette notion-là. On peut se dire au départ que c'est une notion qui nous concerne vraiment très personnellement, puisque c'est améliorer notre qualité de vie avec la maladie. Mais si nous améliorons notre qualité de vie, en fait, nous améliorons des choses qui intéressent la société entière. Et c'est pour ça que même à l'heure actuelle, le monde politique est ouvert à ce terme et vous allez en entendre parler tôt ou tard, parce que c'est une notion qui va se développer et qui va être impliquée vraiment dans les politiques de soins. Donc il nous a vraiment semblé utile d'en parler aujourd'hui et de vous éclairer quant à tous les aspects qu'on mettait autour de ce terme. Alors, il y a la notion d'empowerment, elle est même étudiée au niveau universitaire. Par exemple, si vraiment vous avez envie de lire des travaux plus complexes à ce niveau, vous pouvez vous intéresser aux travaux du docteur Isabelle Ojoula. C'est une notion aussi qui est indissociable d'autres notions telles que celle d'éducation thérapeutique. Donc c'est un terme que vous allez retrouver dans notre programme. Si vous êtes curieux, eh ben voilà, vous pouvez venir discuter de ce qu'on met autour de tout ça. Le professeur Badeau va d'ailleurs vous faire une présentation exhaustive de ce que ça représente pour un soignant, cette notion d'éducation thérapeutique. Et il y a une autre notion aussi qu'on a envie d'associer à cet empowerment, c'est la notion de partenariat dans les soins. Si vous n'êtes pas partenaire de vos soignants, vous n'arriverez pas à une notion d'empowerment. Quand on est dans l'empowerment, on n'est plus simplement un patient qui reçoit des soins, qui reçoit un diagnostic, qui reçoit un traitement et qui est passif. C'est vraiment une notion d'être actif dans ce qui se passe pour vous. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible maintenant? Pourquoi est-ce que ça l'était un peu moins avant? Probablement qu'avant, il y avait moins de maladies chroniques. C'est vraiment une notion aussi qui est liée au fait d'avoir une maladie chronique et tout un parcours de soins. Il y a vraiment, au niveau des soignants, un changement dans leur position éducative vis-à-vis du patient. Il y a un changement dans leur façon de nous faire passer les messages. Je pense qu'on l'a déjà tous vécu.
Et il y a aussi le fait que de plus en plus, vraiment, le projet de vie et les aspects personnels que nous vivons à cause des soucis personnels que nous vivons à cause de ces maladies, ils doivent vraiment être amenés en consultation parce que ça fait partie intégrante de l'empowerment, de pouvoir vaincre vraiment tous ces petits obstacles qui nous sont personnels. L'empowerment, c'est une histoire individuelle du parcours du patient avec sa maladie. Et nos maladies, elles sont toutes différentes pour chacun d'entre nous. Même si nous avons le même diagnostic, nous ne vivons pas les mêmes difficultés, nous n'avons pas la même vie à la base, nous n'avons pas le même parcours à parcourir. Le patient, oui, évidemment, il doit aussi évoluer dans son attitude. Il doit être ouvert, évidemment, à ce que les soignants ont envie de lui faire passer. Il doit avoir le souci de rechercher de l'information de qualité. Et à l'heure actuelle, avec tout ce qui est disponible sur Internet, il y a de quoi s'y perdre. Donc, il faut apprendre à chercher excusez-moi. Il faut apprendre vraiment à rechercher des informations de qualité, il faut s'impliquer dans ces soins, il faut oser apporter votre vécu en consultation. Je veux dire qu'à titre personnel, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre, à apporter mon vécu dans une consultation pour pouvoir être mieux aidé. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et donc, vraiment, il faut en être conscient. Nous sommes des êtres biopsychosociaux et vraiment tous les aspects de la maladie doivent être pris en compte pour que nous soyons bien. Donc, ça veut dire que maintenant, de plus en plus, plutôt qu'être au centre de ces soins, le patient, il est partie intégrante de ces soins. Et la notion d'empowerment, elle est vraiment centrale dans cet aspect des choses. C'est un patient expert. Mais pour nous, chez Claire, c'est un patient qui a suivi une formation délivrée par ce qu'on appelle le PEC, Patient Expert Center, qui vous est accessible absolument à tous si ça vous intéresse. Vous venez nous trouver après et on peut en discuter. Et ils ont eu l'occasion d'étudier notamment ces notions et surtout le fait de suivre cette formation, c'est aussi une forme d'empowerment. En apprendre plus sur la maladie, le monde de la maladie, le monde des soins, les maladies. À côté de ça, ensuite, nous aurons donc les témoignages de nos 4 patients experts et puis une première série d'ateliers. Ensuite, une petite pause donc, où nous vous invitons à avoir une discussion agréable dans la salle en face. Une deuxième série d'ateliers. Et enfin, en conclusion, nous aurons d'autres exemples d'empowerment et d'implication du patient. Une présentation donc, de Madame Saskia Verwees qui travaille pour la SRBR, donc qui est la société savante en rhumatologie en Belgique. Et les patients ont une place. Et elle va vous l'expliquer. Et nous aurons également une présentation de Reumanet pour que vous connaissiez mieux cette association du nord du pays et pour que vous réalisiez ce qu'eux ont mis en place aussi dans le cadre de ce qu'ils estiment être l'empowerment du patient. On a d'ailleurs été un peu étonnés de se rejoindre et de se rendre compte qu'on avait choisi cette année le même thème de travail et on trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, je vais maintenant céder la parole à Justine pour les dernières petites informations. Voilà, et puis je tenais moi-même à vous remercier tous d'être là, parce que je sais que pour certains d'entre vous, se déplacer peut parfois représenter un vrai défi. Et puis il y a les petits soucis de la vie par-ci par-là, et donc c'est vrai que vous êtes tous là assez nombreux, et donc je suis vraiment ravie de vous voir et voir que l'empowerment justement a un vrai impact sur vous, et que vous êtes là et que ça vous intéresse et que vous voulez justement en apprendre plus. Donc je suis vraiment ravie de vous voir tous aussi nombreux. Alors, ça peut parfois faire peur de dire devenir membre, on se sent enchaîné à quelque chose, alors que pas du tout. Devenir membre de Claire, c'est juste avoir des informations, parfois être juste tenu au courant de ce qui se passe. Devenir bénévole, alors là, oui, c'est devenir un peu actif. Dans Claire, c'est pouvoir parfois juste relire une information, c'est apporter juste la pierre à l'édifice
dans le temps qui vous est vôtre, en fait. Et donc, il y a jamais... on s'imagine toujours des choses en se disant, oui, devenir membre ou bénévole. Mais c'est vrai que sans ça, en fait, il n'y a pas cette journée-ci. Et c'est vrai que c'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice qui fait que Claire organise des journées comme celle-ci et qui fait que, voilà. Donc, pour avoir plus d'informations, il y a déjà les stands autour qui distribuent des petites informations. Il y a notre site internet pour prendre le temps de justement voir ce que c'est. Et puis sur notre site internet, il y a également nos numéros de téléphone, donc n'hésitez pas à nous appeler, de prendre plus d'informations si ça vous intéresse. Nous, on est toujours là. Enfin, moi, je réponds au téléphone, donc ce sera moi. Et puis voilà, n'hésitez pas vraiment à venir, juste chacun partager l'expérience. C'est ça aussi, Claire. Donc, je vais peut-être d'abord introduire le professeur Bado. Donc, c'est la chef du département de rhumatologie de l'hôpital Bruckmann. Donc, voilà, elle est déjà parmi nous depuis quelques années maintenant. Et donc, on est ravis toujours de la voir aussi présente. Et je la remercie de tout cœur. Et puis, de nos 4 patients experts qui ont accepté de venir témoigner, je vous remercie aussi. Et puis, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, devenir patient expert, allez sur claire.be et ou appelez-nous. Vous aurez toujours les informations. Petit mot de remerciement donc, à tous ceux aussi qui permettent le financement de ces journées. Malgré tout, il faut toujours de l'argent, malheureusement. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci encore aux membres de Claire. Alors, pour certains d'entre vous, ils m'ont déjà vu effectivement à ces conférences. Je n'ai pas un abonnement avec une ristourne à la fin. C'est vraiment par mon implication et c'est vraiment parce que j'apprécie beaucoup. Et en fait, j'apprends beaucoup, moi aussi, de ces réunions et de ces discussions qu'on peut avoir ensemble. Alors, oui ? Là, comme à la télé. Ok. C'est pas très convivial, mais voilà. Je vais essayer. Donc, n'hésitez pas à me reprendre si jamais je fais pas bien. Super. Vous voyez, l'empowerment des patients, ça commence déjà hein, sur le médecin. Donc, j'ai répondu effectivement à cette invitation un jour en février où Alexandre m'a téléphoné pour me dire est-ce que vous pourriez être disponible pour la journée des patients. Et cette année, on va parler de l'empowerment du patient. Alors, l'empowerment du patient, la définir de manière très claire et précise, c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer, durant cette présentation, de vous donner des outils, en tout cas pédagogiques, pour apprendre ce que c'est que l'empowerment du patient, mais également d'expliquer pourquoi c'est important dans la prise en charge des patients avec des maladies chroniques, mais surtout, en ce qui me concerne, des maladies en rhumatologie. Donc on va essayer de définir tous ces items de maladies chroniques, santé, qualité de vie, qu'est-ce que le médecin, la médecine en général en 2023, le patient partenaire, expert, les relations médecin-patient qui ont fortement changé ces dernières années, avec également le concept de l'éducation thérapeutique et qu'est-ce qui se passe en rhumatologie. Alors, empowerment du patient. Déjà, traduire empowerment du patient, c'est compliqué. En fait, il n'y a pas vraiment de traduction. On traduit ça en pouvoirment. C'est pas très joli. C'est moins joli que l'empowerment en soi. Et donc, j'ai commencé, pour être tout à fait honnête, à regarder en fait les définitions de l'empowerment. Je vais juste... Voilà. J'ai commencé, comme tout le monde, à préparer cette présentation par mes outils que j'ai à disposition. Avant, j'allais à la bibliothèque chercher des livres, puis je m'abonnais à des publications. Ensuite, je suis arrivée à, comme tout le monde, lire sur Internet, de par des sites bien précis, ou bien des sites scientifiques, ou bien jusqu'à des sites de réseaux sociaux où on échange, on partage et on discute des différents points qu'on a envie de chercher. Donc déjà un petit mot sur nos recherches Internet, je me permets d'introduire cela ici et je vous encourage à aller à cet atelier cet après-midi, sur la difficulté qu'on a
à retrouver des informations sur Internet. Ça va dans tous les sens. Il faut déjà avoir une certaine qualité, une certaine objectivité, un sens critique. Et donc, c'est important déjà d'avoir des bonnes sources, des bonnes informations, des bons sites, des bons endroits où se renseigner. Et donc, il y a plein de choses qui se développent aujourd'hui, comme vous savez, même jusqu'à l'intelligence artificielle, qui prend beaucoup le pouvoir actuellement. Alors, j'ai cherché, j'ai regardé un petit peu sur tous les sites, j'ai essayé d'aller sur des sites de qualité, des sites notamment de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ALUS, de Claire, et aussi d'autres sites importants. Et donc, on voit effectivement que progressivement, le patient a une place de plus en plus importante dans la prise en charge de sa pathologie, de sa santé. Et la santé en soi devient non pas un problème pointilleux, je dirais, un seul problème, mais un ensemble de problèmes qu'il faut regarder et qu'il faut prendre en charge. Et on va dès lors communiquer autrement avec le patient. Alors si on regarde le concept d'empowerment en soi, sans que ce soit le patient, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la prise de pouvoir, l'accès au pouvoir. Il y a une notion d'autodétermination, de libération de conscience, et c'est être capable de faire des choix, d'influencer le cours de sa vie et de celui de sa communauté. Donc ça, c'est des choses qui ont été développées au début du XXe siècle, et c'est grâce à l'empowerment, notamment des femmes, que je suis là aujourd'hui. Si je suis médecin aujourd'hui, c'est grâce au fait qu'un jour les femmes ont dit « ça suffit, nous ne sommes plus des simples compagnes, nous sommes des personnes, nous avons des droits, nous avons des moyens, nous pouvons nous exprimer et nous pouvons accéder à la décision de choses, de politique, de métiers. Et vous voyez que l'empowerment, le principe de l'empowerment a déjà permis à des personnes considérées peut-être minoritaires, les femmes il y a au début du siècle, les patients peut-être dans le temps, comme des personnes importantes et qui doivent prendre en charge leur vie et qui ont le droit d'expression, le droit de décision et le droit de revendication. Alors, qu'est-ce que l'empowerment du patient en soi ? Eh bien, le concept, c'est que le patient, en fait, va arrêter de se faire soigner, simplement. Il va arrêter de suivre ce qu'on lui dit de faire selon la décision ultime. Il va réfléchir à ce qui se passe et, en fait, il va non pas subir un traitement, mais il va se soigner lui-même. Il va se prendre en charge. Et c'est ce que vous faites déjà ici, puisque vous êtes ici pour vous informer, pour vous éduquer et pour pouvoir aussi discuter, donner votre droit, votre parole et votre input, comme on dit, votre impression par rapport à la prise en charge globale de toute pathologie. Alors, on a cité Madame Oujoula tout à l'heure, et effectivement, c'est une dame qui a beaucoup travaillé là-dessus, et je vous encourage à lire ce qu'elle a publié et écrit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler d'empowerment du patient ? Et ça, c'est très important aussi, outre dans des phases aiguës, on parle surtout d'empowerment du patient dans des pathologies qui sont plutôt chroniques. Et c'est dans les années 2000 qu'on a commencé à discuter sérieusement du profil du patient et de sa prise en charge, et de définir la prise en charge du patient par rapport à une maladie chronique. Le sida et le cancer ont été au départ des maladies chroniques qui ont nécessité et permis d'impliquer le patient dans sa prise en charge. Et donc, le concept d'une maladie chronique, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie de longue durée qui va être accompagnée en général d'une lente progression. Il n'y a pas de problème aigu et unique. C'est une série de problèmes qui se constituent au cours de la vie et qui aura des répercussions sur la vie quotidienne. On l'a vu tout à l'heure, on l'a précisé. Vous vivez votre vie de tous les jours avec votre famille, avec vos aidants proches, comme on définit ça aujourd'hui, mais dans une vie sociale, psychologique, une vie économique, une vie qui n'est pas que médicale. Et donc, c'est une définition qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé pour dire que les maladies chroniques, ça a une place et ça se définit. Aujourd'hui, on a pas mal de maladies chroniques en rhumatologie, comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, on en discutera tout à l'heure.
Et du fait que le profil des patients ont changé, il y a aussi un accès à toute une série d'informations beaucoup plus facile. Avant, le patient devait demander au médecin ce qu'il allait lui advenir. Aujourd'hui, le patient arrive quasi immédiatement dans certaines situations avec les choses qui vont lui arriver et les choses qu'il a envie déjà de gérer et de savoir comment ça va se passer. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment amélioré grâce de nouveau aux nouvelles technologies et à Internet. Et donc on a défini l'empowerment du patient par des sociétés savantes, par des organisations mondiales et par des associations de plusieurs personnes pour dire que l'empowerment est un moyen de donner aux personnes le contrôle de leur propre santé. Comme on dit, être acteur de sa santé. No decision about me without me. C'est vraiment important de comprendre cette phrase et d'y attribuer toutes les valeurs que ça peut entraîner. Et donc le patient va pouvoir avoir une partie du pouvoir et ce pouvoir va peut-être collectif ou bien individuel. Je n'ai pas le temps ici de définir vraiment comment ça va se passer. Et il y a différents axes qui sont mis en place, qui ont été définis, comme l'éducation du patient. Il doit prendre des décisions, il doit être concerné par sa santé, pouvoir accéder à toutes les informations pertinentes, avoir une certaine expertise, ils gèrent eux-mêmes leurs conditions au quotidien. Il faut une égalité, les patients ont besoin de soutien pour devenir des partenaires égaux avec les professionnels de la santé dans la gestion de leur état. Ils doivent avoir des expériences, et d'où la notion de patient partenaire. C'est difficile d'aller informer, de donner une éducation, de donner des outils ou des aides aux autres patients si on n'a pas soi-même connu la maladie. Et ça, un médecin ne peut en général pas connaître puisqu'il connaît ça ce que c'est une expérience clinique ou une expérience scientifique. Et ils doivent pouvoir s'engager. Ils doivent être impliqués dans la conception des soins de santé. Et aujourd'hui, les patients ont un droit, dans toutes les grandes sociétés savantes, de donner leur expertise et leurs recommandations dans la prise en charge globale que les médecins doivent appliquer sur les patients. Et donc, on a différents moyens qui sont utilisés, comme l'information, la participation, le travail collectif, l'autonomisation, la non-responsabilisation, la culpabilisation, essayer de ne pas travailler là-dessus, parce que souvent les patients se posent la question de savoir pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait. Il faut pouvoir déculpabiliser cette notion qui est tout à fait naturelle, mais qui n'est pas toujours nécessaire et qui n'est pas objective en réalité, même si on se pose la question, et pouvoir s'attribuer le pouvoir, et tout ça pour améliorer sa qualité de vie. La qualité de vie, je vous rappelle, la conférence qu'on a eue l'année passée, c'est une définition qui est tout à fait globale. Vivre une vie de qualité implique un bon traitement, une bonne prise en charge, mais surtout aussi une valorisation de soi et travailler sur son bien-être mental, sur son bien-être social, sur son bien-être physique. Et tout ça fait partie maintenant, définit une qualité de vie. C'est pas uniquement être en bonne santé par la définition médicale. Et donc, je vous encourage également à aller aux ateliers qui vont peut-être plus aborder ces principes de qualité de vie avec, par exemple, l'art créatif, la parole. C'est très important de pouvoir parler aux autres, s'exprimer avec son médecin, mais s'exprimer avec du personnel paramédical qui maintenant fait partie intégrante de la prise en charge des patients, mais aussi avec d'autres patients qui connaissent la même chose, voire des familles proches qui veulent se renseigner, discuter, échanger les impressions et les connaissances des autres patients ou des autres familles, et voir avec des techniques dont on va parler également. Il y a un atelier, je pense, aujourd'hui sur la sophrologie pour pouvoir gérer son bien-être, ses difficultés et intégrer toute une série d'autres choses que la santé. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'empowerment est super important ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. La médecine et le médecin en soi a évolué.
Aujourd'hui, je ne ressemble plus, je pense, enfin j'espère, aux médecins d'antan qui étaient austères, vieux, imposants, sérieux, qui était souvent un homme de qualité, qui faisait confiance. Aujourd'hui, les gens changent, la médecine se féminise, la médecine, vous allez croire que je suis un peu féministe, mais c'est pas tout à fait correct. Mais je veux dire que d'autres choses interviennent, et donc il y a une évolution de la médecine qui se veut beaucoup plus humaine, beaucoup plus collaborative, et qui abandonne ce concept paternaliste de médecin à patient qui doit exécuter les ordres du médecin. Aujourd'hui, on écoute, on informe, on interprète aussi, parce qu'un patient n'est pas un autre. On discute avec le patient de plus en plus, et la médecine s'humanise, je pense, même si, par ailleurs, la médecine évolue également très très vite en termes de concepts scientifiques, de preuves scientifiques, d'outils, de techniques. On a maintenant des techniques qu'on utilise en médecine tous les jours qui sont beaucoup plus complexes que même quand moi j'ai commencé la rhumatologie il y a 20 ans. Il y a des choses qui se sont largement complexifiées et qui se sont aussi surspécialisées. On a des rhumatologues qui ne font que du lupus aujourd'hui. On a des endocrinologues qui ne font que du diabète aujourd'hui, voire du diabète grossesse. On a des spécialisations qui sont de plus en plus importantes, et surtout dans des contexte hospitalier où on a la possibilité de pouvoir collaborer avec plusieurs disciplines, avec plusieurs personnes qui font partie du personnel hospitalier, comme des infirmiers, des ergothérapeutes, des kinés, et toutes ces personnes qui prennent en charge le patient et qui communiquent avec le patient, qui observent le patient et qui écoutent le patient, peuvent également nous rapporter, et on écoute toutes ces personnes dans notre équipe pour améliorer la prise en charge du patient. Et donc le patient aujourd'hui, le médecin, pardon, aujourd'hui est un collaborateur. C'est plus vraiment un éducateur, c'est un collaborateur qui va faire un contrat avec vous, un trajet avec vous, et qui va souvent vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans avec vous. Donc c'est des concepts qui changent complètement, et donc il y a des activités. Alors je me rappelle de cette période où on allait avec les patients en vélo dans des congrès européens, et on vivait avec eux. Je pense qu'il y en a encore certains ici, comme Marie-Claude, où effectivement on a traversé des périodes un petit peu plus compliquées, non pas médicales, mais situationnelles, temporelles, météorologiques, et de vivre tout un parcours physique, mais un parcours aussi géographique, avec plusieurs personnes impliquées dans le milieu médical ou de patients qui avaient des maladies qui nous accompagnaient pendant ce trajet. Le patient aussi a changé. Du patient qui attend et qui patiente et qui écoute, le patient devient de plus en plus aussi éduqué, comme vous tous. Vous êtes ici, vous passez votre après-midi de samedi avec d'autres patients et avec nous pour pouvoir vous informer. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi nouveau dans le concept du patient aujourd'hui, et tout l'empowerment a ici son importance, puisque comment va-t-il arriver à pouvoir être le bon patient qui assume sa maladie et qui vit au quotidien avec sa maladie. Donc le patient, ce personnage étrange, j'aime bien cette phrase, qui est le patient de plus en plus impatient, impertinent, inquisiteur, mais aussi interactif, savant, humain et souffrant. Donc c'est vraiment important que nous, on se rende compte de cela, et que vous vous rendez compte qu'effectivement vous évoluez également. Aujourd'hui, les patients arrivent avec une demande, mais aussi avec déjà des éléments de discussion. Est-ce que je n'ai pas cette maladie? Est-ce que je ne bénéficierai pas de ce traitement? Est-ce que je ne ferai pas telle activité? Donc c'est quelque chose qui change dans la communication et dans la relation avec le médecin. Et de passif, il devient actif. Il va donner une part active à sa prise en charge. Et tout ça est lié aussi aux évolutions sociétales, technologiques et épidémiologiques. Et de plus en plus, le patient, il s'informe, il s'éduque et devient, ma foi, expert.
il devient expert de sa maladie grâce, comme on l'a dit, à des formations comme la PEC ici, qui est proposée par l'association Claire, mais il devient en fait, je vais laisser la parole aux patients experts par la suite pour mieux définir ce qu'ils sont, mais ils ont au fil du temps une connaissance plus fine de leur maladie, et parce qu'ils ont appris à vivre avec, et ils ont les moyens, vous découvrez les petites techniques qui vous aident à chacun, personnellement ou de manière globale, à pouvoir agir sur sa santé. Et donc, il y a une série de modèles de soins qui maintenant sont, et ça c'est valable pour toutes les pathologies chroniques, que vous ayez un diabète, une maladie de Crohn, une hypertension, une pathologie rhumatologique, des séries, pardon, c'est le micro qui me perturbe. Il y a des différents modèles de soins qui sont maintenant centrés non pas sur le médecin et la maladie, mais qui sont centrés sur le patient. Et donc, on a défini maintenant des formations de patients experts avec des piliers. Je vous encourage à regarder cela sur le site qui est très, très bien fait de Claire, où il y a des piliers de base sur la recherche, la sensibilisation, la formation des professionnels, le soutien des patients. Donc, le patient expert va maintenant, aujourd'hui, enseigner aux étudiants en médecine ce qu'est que la polyarthrite rhumatoïde, va enseigner aux autres patients comment gérer sa pathologie ou comment aider ou de lui donner des outils pour pouvoir évoluer et avancer dans son parcours de malade. Et donc la relation médecin-patient change, il devient un binôme, c'est un travail d'équipe dans le cadre, bien sûr, toujours de maladies chroniques. Et outre l'aspect médical scientifique, il y a toute une perception de choses qui doivent être discutées au cours de la prise en charge, qui va comprendre la vie sociale, comment vit le patient avec sa maladie, avec sa famille, comment il est psychologiquement, comment il prend en soin son physique, par exemple par l'activité physique, comment se passe sa vie relationnelle, même sexuelle. C'est important d'aborder tout ça, le concept d'avoir de grossesse, d'avoir des enfants, la vie affective, la vie éthique, économique, voire la réinsertion professionnelle et la vie familiale pour assurer cette qualité de vie. Et donc, nous ne sommes plus dans une situation d'écoute simple et d'exécution. Nous sommes dans une discussion avec parfois des rapports de pouvoir. Hein. J'avoue que c'est parfois difficile de pouvoir influencer correctement le patient quand il a décidé quelque chose, mais il faut savoir l'écouter et pouvoir discuter des situations et de la suite et de l'évolution de sa pathologie. Et donc, après la notion de patient expert, s'est implémentée la notion d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, ce sont des programmes de formation continue pour les professionnels de soins dans le domaine de la prévention des maladies chroniques, mais ça s'est étendu ensuite aux patients également, et ce sont des recommandations qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas uniquement nous qui avons décidé cela, et maintenant il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui se mettent en place. Il y a d'ailleurs un atelier cet après-midi pour lesquels certains se sont inscrits et qui vont pouvoir apprendre aux patients à mieux gérer sa maladie ou son traitement, avoir une meilleure communication avec le soignant et le soigné, et tout ça dans un objectif d'améliorer sa qualité de vie. Alors en rhumatologie, où peut-on placer l'empowerment du patient ? Déjà, on a quand même fait beaucoup de choses pour aider le patient dans sa prise en charge et dans sa relation, avec déjà en travaillant avec les associations de patients comme Claire. C'est la Société royale belge de rhumatologie qui est la société reconnue en Belgique pour être la représentante de la rhumatologie en Belgique, qui a déjà mis en place des programmes, des campagnes pour pouvoir améliorer la prise en charge et la place du patient dans les pathologies en rhumatologie. Alors, existe-t-il des maladies chroniques en rhumatologie ? Il n'y a pas que la douleur arthrosique, ou il n'y a pas que les douleurs ou les problématiques aiguës. Il y a toute une série de pathologies comme
les arthrites, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite psoriasique, les spondylarthropathies, l'arthrite juvénile idiopathique, qui est très importante aussi, puisqu'il y a en plus le terme de transition. Les enfants maintenant sont pris en charge à l'âge adulte et il faut maintenant pouvoir accompagner ces enfants qui étaient dans un milieu pédiatrique très cocoonant et très encadrant pour que maintenant l'adolescent, le jeune adulte se prenne en charge tout seul, commence à venir à la consultation adulte sans les parents et comprenne correctement pourquoi il doit venir régulièrement et assurer ses soins. Donc il y a tout un parcours et des notions qui sont actuellement développées puisque ces jeunes patients heureusement, arrivent à l'état adulte avec des adultes bien dans leur peau et qui se prennent en charge sans leur famille désormais. Et puis, il y a toutes les maladies systémiques, le lupus, la sclérodermie, le Sjögren, les vasculites, les myosites. Donc, c'est toutes des maladies d'orientation plutôt immunologique qui sont maintenant bien connues de la rhumatologie. Et d'ailleurs, pour vous dire, comme le médecin change également, j'ai fait les interviews hier des jeunes rhumatos. Pour accéder à la spécialisation de rhumatologie, les jeunes rhumatologues veulent surtout s'occuper de ce type de pathologie chronique. Ils sont très impliqués, ils sont très conscients de toute cette prise en charge globale et ils sont très intéressés et très enthousiastes à l'idée de prendre en charge et d'accompagner les patients souffrant de maladies chroniques en rhumato. Et puis il y a les associations de patients, donc on a aujourd'hui qui organise cette conférence et cette journée qui existe déjà depuis un certain temps. Et je vous rappelle aussi qu'on a ouvert une maison de la rhumatologie à Zaventem où vous êtes tous les bienvenus pour vous y rendre si vous voulez, pour consulter ou voir les associations de patients. Et on y travaille régulièrement, notamment pour des projets. Et ça, je pense que c'était non pas une des dernières réunions, mais en tout cas une grosse partie, une des activités que nous avons faites dans cette maison de la rhumatologie. Alors, la rhumatologie en 2023, elle change aussi. Donc, on a le patient qui arrive, qui rencontre le médecin, il déclare des symptômes, il faut rechercher des signes cliniques, et on va faire un diagnostic dans un premier temps. Et puis établir un traitement, et puis commence un parcours qui peut durer 1 an, 2 ans, et pour certains, moi je suis déjà avec des patients de près de 25 ans de suivi, et tout ce suivi, c'est pour bien sûr arriver à la rémission clinique, c'est-à-dire l'absence d'expression, on va dire, de la maladie le plus possible. Comme par définition, une maladie chronique ne guérit pas, il faut déjà accepter et travailler sur le fait que la maladie chronique va vous accompagner. Elle va vivre avec vous et elle fera partie de votre quotidien. Donc c'est important de pouvoir aussi intégrer ça dans la prise en charge et dans les différents items de suivi. Et c'est là qu'on implique différents items et différentes notions que qu'on n'a peut-être pas le temps le temps dans l'évolution de pouvoir aborder avec les patients, puisqu'on les voit régulièrement tous les 3 mois ou tous les 4 mois à la consultation. Et donc ça devient des patients que l'on connaît bien et qui font partie de notre vie aussi. Donc ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Vous vivez avec votre maladie, mais nous, on vit avec vous aussi, et on se rapproche de vous de plus en plus. Et c'est vrai que c'est aussi compliqué pour nous de vivre tous ensemble tout au long de la journée, du soir et des jours qui se suivent. Et donc, il y a plein d'évolutions qui ont été faites. Les symptômes sont toujours les mêmes, même si les gens apprennent maintenant à s'exprimer différemment. Les signes cliniques, c'est plus ou moins les mêmes. Mais par contre, là où ça évolue énormément, c'est dans le diagnostic. Aujourd'hui, on ne peut plus poser un diagnostic d'un patient qui présente une arthrite, de dire on va juste faire une prise de sang et on va regarder potentiellement avec une radiographie. Non, on va faire des examens assez complexes et de plus en plus performants. On va faire des biopsies synoviales, on va faire parfois des gestes un peu plus agressifs pour pouvoir le mieux possible essayer d'identifier votre maladie afin de pouvoir proposer un bon traitement et de surtout savoir comment vous suivre par la suite. Les traitements, je n'en parle pas, c'est plutôt positif
de vous dire que ça évolue. L'année passée, on avait une trentaine de molécules pour la polyarthrite. Aujourd'hui, on a plus de 45 molécules pour la polyarthrite. Donc ces médicaments évoluent énormément et maintenant, on sait que peut-être un patient peut bénéficier d'un traitement alors qu'un autre devrait avoir un autre traitement. Donc on doit pouvoir continuer la performance scientifique pour savoir quel patient doit avoir le bon traitement au bon moment et aussi de pouvoir arrêter le médicament si l'évolution n'est pas satisfaisante et de pouvoir shifter vers une autre molécule. Donc on se trouve aujourd'hui dans des discussions qui sont beaucoup plus complexes que quand moi j'ai commencé la rhumatologie ou dans la polyarthrite rhumatoïde arrivaient seulement les anti-TNF. Aujourd'hui, je ne peux plus proposer qu'une seule molécule au patient, je dois lui proposer l'ensemble des molécules qui sont à disposition. Et dans les consensus de recommandation, la première chose qui est maintenant revendiquée dans toutes les sociétés internationales, le premier point pour les recommandations thérapeutiques ou de prise en charge, c'est la première chose, c'est discuter avec le patient. On ne peut pas imposer un traitement, on ne peut pas faire un traitement sans discuter avec le patient, sans lui exposer les possibilités thérapeutiques qu'il peut avoir. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Un petit exemple. Alors certes, pour certains, ça va être compliqué, mais un petit exemple pratico-pratique, une polyarthrite récente qui arrive à la consultation, eh bien, on va lui faire des examens biologiques, des examens radiographiques, des échographies maintenant. Notre stéthoscope ne sert plus à écouter le cœur, ça sert à écouter surtout le patient et on a un autre stéthoscope qui est l'échographie qui nous permet d'apprécier beaucoup mieux ce qui se passe au sein de vos articulations. Quand le diagnostic est posé, quand on a une certitude plus ou moins certaine, on va dire, du diagnostic, on va mettre en route des traitements qui, au départ, il y a quelques années, se résumaient à la corticothérapie, ensuite à des traitements immunosuppresseurs comme le méthotrexate. Aujourd'hui, on a toute l'effervescence des biothérapies, voire de l'immunothérapie, et peut-être plus tard la vaccination. Quand le patient a son traitement, eh bien, il ne suffit pas de lui dire tout va bien maintenant, il faut lui dire comment ça va, comment vous vous sentez, en tenant compte de critères subjectifs, mais aussi de critères objectifs comme la prise de sang, le compte articulaire. Tout ça s'intègre dans ce qu'on appelle un score et le DAS ou bien le BASDAI, enfin tous ces scores que vous avez peut-être l'habitude de remplir à la consultation. Et en fonction de ces scores qui sont relatifs de votre activité de la maladie, mais aussi de votre qualité de vie, et ça c'est très important, on va modifier ou non, on va maintenir ou modifier votre thérapie. Et ces différents scores, ces différentes explications, ces différentes prises en charge sont faites par le médecin, mais aussi par d'autres membres du personnel, comme maintenant l'infirmier en rhumatologie, qui est notre référent et la personne qui nous permet aussi de pouvoir interagir avec le patient. Et l'autre concept qui est très important, c'est l'apparition de patients experts qui va aussi venir aider notre patient à se suivre et à intervenir dans ses questions et son évolution. Et puis l'autre concept aussi très important, c'est que le patient ne va plus être une seule maladie, ça va être un ensemble de maladies, ça va être des comorbidités. On va commencer à s'occuper, si un patient avec une polyarthrite rhumatoïde arrive à la consultation, on ne va pas toujours s'occuper que de sa polyarthrite. On va commencer à regarder son cœur, sa tension, son ostéoporose. On va commencer à regarder ses comorbidités qui sont associées et on va prendre tout l'ensemble de ce package de maladies ou de problèmes que l'on va devoir résoudre seul ou en collaboration avec d'autres médecins. Et donc on approche vraiment une vision de la médecine qui est vraiment pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Donc vous voyez qu'on est très loin du patient avec son médecin dans le temps. Alors, l'infirmier en rhumatologie, donc là je vous montre, je fais un petit peu de publicité pour mon infirmier qui est M. Pereira, qui est vraiment la personne qui maintenant va voir
communément avec moi le patient, soit un peu avant ou soit 2 jours avant la consultation, et qui va établir avec lui une éducation thérapeutique qui va essayer de prendre en charge la façon dont notamment il va s'injecter son médicament, la façon dont il va se sentir, qu'est-ce qu'il fait pour aller mieux, quels sont les outils qu'il utilise, et qui va donner son rapport ou son impression avant de venir à la consultation. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé la prise en charge des patients. Je pense que certains patients ici vont peut-être en parler. Et donc cette éducation thérapeutique, elle se fait dans plusieurs spécialités, pas qu'en rhumato. Notre infirmier, par exemple, fait de l'éducation thérapeutique également pour la sclérose en plaques. Donc c'est pas toujours incompatible d'approcher différentes maladies, parce que le concept, c'est l'approche de la maladie chronique. Donc ici, je voulais vous mettre un petit peu, vous rappeler un petit peu les différentes choses que je viens de dire précédemment. Donc la polyarthrite rhumatoïde, voilà un petit peu les recommandations actuelles pour la prise en charge. Premier point, information du patient. Pour le lupus, il y a toute une série de prises en charge, c'est illisible, mais vous voyez sur le petit carré à gauche ici, c'est l'éducation thérapeutique. Dans la sclérodermie, on fait de plus en plus de messages, de vidéos, d'émissions pour les patients, pour vivre avec une maladie ou comment approcher et évoluer avec sa pathologie. Donc, comment autonomiser? Mais comme je vous ai dit, prendre en charge, mieux connaître la maladie chronique, laisser la place aux patients et aux aidants proches, parce que les familles, c'est aussi très important. Définir le patient comme acteur de ses soins, de son trajet de soins, s'informer, agir, décider, mais aussi, outre la santé médicale comme on le pense nous, il y a la santé physique, mentale, affective et psychosociale. Et donc, à l'aide d'outils, on va pouvoir s'informer et s'améliorer. Et donc, notamment, les conférences et les ateliers pratiques sont des moyens pour avancer dans cette autonomisation et cet empowerment. Et donc, je vous encourage cet après-midi à mettre en pratique tout cela dans les différents ateliers qui sont d'excellente qualité, je pense. Voilà. Alors, je ne sais pas si, à ce stade, il y a des patients ou des questions. Donc, je peux potentiellement demander à Madame Paquet, peut-être, qui va commencer, qui est une patiente... Oui, moi, je peux parler et prendre la suite, Madame, même dans votre cas, parce que j'ai une spondylarthrite ankylosante et j'ai eu une spondylarthrite ankylosante quand j'ai eu 20 ans. Ça fait déjà 35 ans passés, donc la spondylarthrite et moi avons passé un long moment ensemble. Et c'est vrai qu'au départ, c'était quelque chose qui était, ça a été non seulement le diagnostic, mais aussi mon vécu extrêmement violent, douloureux. Et il y avait quand même un souci, c'est qu'il y a 35 ans, on n'en était pas où on en est maintenant. Donc j'ai été traitée bien sûr avec des AINS. Après, je ne les supportais plus, puis par de la cortisone que je ne supportais plus non plus. Donc il y avait quand même un souci parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et donc c'est ce qui m'a amené effectivement à chercher des solutions. Et donc j'en reviens à notre sujet de l'empowerment. Et j'ai donc essayé des tas de choses. Je pense que j'aurais été prête à n'importe quoi pour aller mieux. Donc du coup, j'ai testé beaucoup de choses, mais à mon grand regret, un certain nombre n'ont pas marché, mais il y en a aussi tout plein qui ont très très bien fonctionné. Et c'était essentiellement de ceux-là dont je voulais vous parler. Et en ne perdant pas le fil, que justement, il n'y avait rien d'autre. Donc moi, je suis un peu sortie du système médical, puisque de toute façon, ça ne marchait pas. Mais comme j'avais 20 ans, quand je suis tombée malade, j'ai dû arrêter mes études. Donc la première chose finalement qui était quelque chose de constructif pour moi et d'important, c'était de reprendre mes choses, de reprendre les études, d'essayer de réussir l'année, parce que je m'étais arrêtée quand même pendant 4 mois. Et je me suis aperçue, bizarrement, un jour quand j'étais à l'hôpital, des copains sont venus me voir, on a joué aux cartes. Quand j'y pensais moins, j'allais drôlement mieux. Donc en faisant des choses et en continuant à vivre et en essayant, tant que faire se peut bien sûr,
à travailler, à avoir des liens, même à jouer. C'est très important parce qu'on défocalise en fait. On est plus centré sur sa pathologie. Ensuite, suite à une rupture de vie, j'ai été voir un psy. Et là, je me suis aperçue que, curieusement, toutes ces crises que je pouvais vivre ont régressé en termes de douleur, en termes d'inflammation, d'une part, mais aussi se sont éloignées, j'en avais moins. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a beaucoup interpellée sur ce côté psychologique de la maladie. L'autre aspect, c'est que j'avais aussi beaucoup de douleurs et beaucoup de contractures musculaires. Donc je me suis dit, mais comment je peux faire pour que ça aille mieux ? La première chose qui a bien fonctionné, c'était quelque chose qui tourne autour du yoga, parce que le yoga avait pour moi le gros avantage de n'être ni violent pour toute ma musculature, ni mes muscles, et de me permettre de conserver une certaine souplesse que j'avais bien perdue, je dois bien dire, d'une part, et puis de redonner de la tonicité à toute la musculature. Et enfin, la sophrologie, où j'ai suivi effectivement des séances de sophrologie et qui m'ont beaucoup aidé à me déstresser. Et je me suis aussi aperçue que le stress et la gestion du stress était quelque chose de fondamental dans le cadre de mon vécu de la maladie. Et la dernière chose que j'avais mis en place, c'était le côté nutritionnel. Parce qu'en fonction de ce que je pouvais manger, de comment je pouvais le faire, je m'apercevais que j'avais des moments nettement moins inflammatoires avec un certain nombre de nourritures. Et donc tout ça a duré environ 25 ans. Et à la Xème crise, je suis donc retournée chez un rhumatologue qui m'a proposé des anti-TNF-alpha. Je lui ferai bien des bisous tous les jours à lui, parce que depuis, ça va quand même 100 fois mieux. Mais néanmoins, je voulais vous partager ça parce que tous ces tests, essais pour faire fonctionner des choses en plus de la partie médicamenteuse, c'est très important pour nous. Donc pour les gens, si le climat avait un facteur d'importance sur les douleurs. Alors, pour revenir un peu à cette question, c'est une question qui revient souvent à la consultation, hein. La problématique, c'est qu'effectivement, scientifiquement, c'est difficile à prouver, parce qu'il n'y a pas plus de maladies dans les pays chauds que dans les pays pluvieux, ou l'inverse. Mais ce qui a été vraiment démontré, c'est le bien-être que ça vous procure. Et donc, c'est une autre façon de pouvoir soulager ou améliorer ses douleurs ou son mal-être, c'est en se faisant plaisir. Je pense que le concept, il est là surtout. Et donc la prescription, parfois que je fais aux patients, c'est un 6 jours aux Antilles. C'est plus pratique que des anti-inflammatoires. Malheureusement, c'est pas remboursé par la mutuelle. Donc, mais le concept, je pense, vient surtout de là. C'est que quand il fait beau, quand il fait chaud, mis à part certaines personnes qui n'aiment pas ça, je pense qu'on se sent un peu mieux. Et le principe, il est là aussi, c'est le bien-être qui est autre que médicamenteux ou simplement physique. C'est le bien-être mental qui peut parfois jouer sur les douleurs. Mais voilà. Mais scientifiquement, il y a des petites sources de science qui montrent qu'effectivement, il y a des pressions qui sont positives, négatives, qui tirent sur la capsule articulaire. Mais c'est très difficile à démontrer, ça. Est-ce qu'il existe en Belgique le système d'ordonnance bleue, comme en France, qui consiste à prescrire des traitements près de l'eau ? Donc c'est le concept de médecine bleue. Alors, ce concept de médecine bleue, moi je ne le connais pas. Ah. Je ne suis pas parfaite, hein, donc je n'ai peut-être pas toute la science qu'il faut. Mais on a des approches thérapeutiques par l'eau, par l'hydrothérapie ou par... Non, ce n'est pas l'hydrothérapie, ce sont des exercices à faire dans un paysage thérapeutique. Donc il faut les deux. Il faut l'eau et l'idée de paysage thérapeutique. Alors ça, personnellement, je ne le connais pas, mais je ne pense pas que ce soit développé, ou en tout cas formalisé en Belgique tel quel. Voilà. Oui, ça va mieux. Je m'appelle Inge, j'ai 62 ans et j'ai une arthrite psoriasique. J'ai été diagnostiquée tardivement à l'âge de 58 ans. Et la raison de cela est que, en fait, moi, je ne me suis pas écoutée.
Parce que quand je pense un peu en arrière, je pense que déjà à l'adolescence, je présentais certains symptômes. Mais j'ai toujours, pendant l'âge adulte, eu le sentiment que je devais faire face, que je devais faire continuer. Et à chaque bobo, j'allais chez le médecin traitant, demander une petite pommade de cortisone ou une infiltration dans l'une ou l'autre articulation pour pouvoir continuer à fonctionner, à faire face au quotidien. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit stop, maintenant il faut quand même chercher un peu plus loin, et qu'il m'a envoyé dans le service de rhumatologie, voilà, où je suis arrivée chez Dr Badeau, et où on a vraiment très très rapidement, c'était en 2019, mis le diagnostic et mis un traitement en place qui a été ajusté aussi rapidement. Le problème est que depuis toutes ces années, la maladie au niveau de mon organisme a eu le temps largement de faire son chemin et fait des dégâts. Et que je ne savais plus assumer ce qu'il fallait pour continuer mon travail. Donc j'ai perdu mon travail pour raison médicale majeure, comme on appelle ça gentiment. Et c'était une vraie douche froide pour moi. Je n'étais pas préparée à une retraite ou à quoi que ce soit. Je me sentais inutile. Physiquement, je me sentais pas capable de réaliser beaucoup de choses non plus. Et puis, pendant les consultations, j'ai vu chez le médecin, aussi en salle de kiné, etc., des affiches d'une association, l'association Claire d'ailleurs. Et du coup, j'étais chipotée sur Internet un peu voir qu'est-ce qu'il y a, parce qu'on cherche tous le plus d'informations possible pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et par l'intermédiaire de l'association, j'ai fait connaissance avec l'APEC que le docteur Badeau a expliqué. Donc, on apprend aux patients de mettre l'expérience de leur maladie au profit de l'évolution de la prise en charge de nos pairs, de nos d'autres patients. Et ça, pour moi, je dois dire, ça a été un vrai tremplin. Ça m'a remotivée à avoir un but, à trouver les ressources nécessaires pour avoir des objectifs que je pouvais atteindre. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'en suis là, avec le traitement d'un côté, avec de la remotivation d'un autre côté, avec un autre rythme de vie qu'auparavant, mais voilà, ça va. Si j'ai un message à faire passer, c'est n'attendez pas trop longtemps, parce que la maladie, elle grignote entre-temps, donc voilà. On va écouter maintenant un autre témoignage, je pense. Oui. Vous m'entendez? Oui, ok, super. Christelle, c'est ça? Oui, Christelle, enchantée. Alors, donc, bonjour à tous. Je m'appelle Christelle Batupanzandonga. Je suis une jeune femme de 29 ans. Mais avant de continuer, moi, j'aimerais bien préciser que j'ai une maladie, mais je ne suis pas malade. Parce que la maladie ne me définit pas comme femme, comme fille, comme sœur, comme amie, comme croyante, comme citoyenne du monde, comme future mère, future épouse. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vivre tout en pensant que voilà, j'ai une maladie, mais je ne suis pas malade. Alors, il y a 12 ans de cela, donc j'ai été diagnostiquée d'un lupus érythémateux, disséminé, atteinte cérébrale. Dans un premier temps, je présentais des symptômes qui faisaient plutôt croire à une schizophrénie, une psychose, une bipolarité, ce qui fait que j'ai été victime d'une erreur médicale.
Et donc, l'hôpital donc a fait ce choix-là, par le biais d'un procureur du roi, de me mettre en observation provisoire. Et donc, à l'époque, j'étais mineure, j'avais 16 ans, et mes parents, l'autorité parentale leur a été retirée pour pouvoir exécuter cette ordonnance, en fait. Donc, je ne me perds pas, c'est très difficile pour moi de repenser à ça, mais donc ça a été le désarroi, le déni, la peur, l'incompréhension. Ça a été très difficile dans un premier temps. C'était pour ma famille et moi-même, nous n'étions pas armés pour ça. Nous n'avions jamais entendu parler du lupus. Et donc, beaucoup de sentiments dont je m'en souviens encore comme si c'était hier. On m'a placée et comme je disais, ce fut à nouveau le désarroi, le déni, la peur, l'incompréhension. Les premières années, en fait, la maladie, j'ai surtout subi la maladie et non vivre avec la maladie, en fait. Dans un premier temps, j'ai beaucoup subi parce que je ne comprenais pas. Pour moi, j'étais en train de mener un combat sans fin. Et par la suite, comme j'ai tendance à dire maintenant, tout passe. On grandit, on prend en maturité, on passe, après une longue période de déni, on passe par l'acceptation. Et finalement, alors, ça m'a permis de reprendre mon destin en main, ce destin qui avait été chamboulé par la maladie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'apprends à m'imposer. Les années sont passées maintenant, on est à 12 ans après. J'apprends à poser les bonnes questions à mon médecin, qui me suit déjà depuis 12 ans. Mais je choisis, comme l'a expliqué ici Madame Bado, je choisis aussi que tous les médecins en fait, que je rencontre, peu importe que ce soit le gynécologue ou mon médecin traitant, j'essaye que tout soit en toute harmonie en fait, autour de la maladie. Donc chaque traitement, chaque diagnostic posé, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai un lupus que je ne peux pas tomber malade ou avoir d'autres petits bobos de la vie comme tout être humain. Mais en posant les bonnes questions, en questionnant les traitements surtout, je veille à ce que rien n'interfère en fait avec le traitement que j'ai pour le lupus, pour au mieux vivre avec la maladie. Et ce que je voulais partager encore avec vous, c'était... Oui ? Vous m'entendez plus ? Oui, ok, ça va. Alors, là, je me suis perdue. Mais donc, voilà, pour moi, l'empowerment, c'est ça. C'est pouvoir poser les bonnes questions à son médecin. C'est pouvoir exprimer, en fait, ce qu'on ressent, parce que les médecins ont la connaissance, mais nous sommes les personnes qui vivons avec cette maladie. Donc, c'est vraiment à nous, c'est dans notre responsabilité de partager notre vécu avec la maladie. Pour moi, l'empowerment aussi, c'est être en quête de sens, en fait. Donc, j'ai choisi pour moi-même d'être dans ma vie en quête de sens, de donner du sens à qui je suis dans la société, ce que je peux apporter. Donner du sens à sa vie, que ce soit par ses croyances, que ce soit par l'investissement qu'on a dans le monde associatif, en tant que bénévole, etc., en tant que citoyenne, de vouloir servir les autres par notre propre vécu aussi, ce qui m'a amenée à devenir patient expert, parce qu'aujourd'hui, mon plus grand souhait, c'est vraiment de par mon vécu, de par les combats que j'ai perdus, mais les combats aussi que j'ai gagnés, de pouvoir partager ça avec tout un chacun et d'inspirer en fait les autres à vivre au mieux avec la maladie, à ne pas se condamner par la maladie, mais à atteindre ses objectifs, ses plus beaux rêves et voilà. Donc ça, c'était un peu pour moi. Merci. Je m'appelle Catherine et je suis ici pour vous parler du PEC, c'est vrai, mais aussi de l'importance du diagnostic précoce et aussi pour vous faire passer un message, et le docteur Bado en a parlé, c'est oser parler avec votre médecin.
Donc moi, j'ai été diagnostiquée polyarthrite rhumatoïde il y a 3 ans et demi. Et c'était très tôt après les premiers symptômes. Donc je suis chanceuse. Et je le sais quand je parle avec d'autres personnes qui sont ici, qui ont été diagnostiquées pour la maladie après 20-25 ans. Moi, je suis chanceuse. Ça a été très rapide. Et pourquoi c'est important le diagnostic précoce? C'est parce que lorsque vous arrivez chez le médecin, il a un peu plus le temps que si on était dans l'urgence pour trouver avec vous le bon traitement. Et évidemment que le traitement va continuer à évoluer au cours de votre maladie, parce que votre maladie évolue également. Mais au moins, on n'est pas dans le stress, on peut dialoguer sereinement, la maladie n'a pas encore fait trop de ravages, on a le temps. Ça, c'est très important. Et un bon traitement, c'est important pour stabiliser l'évolution de votre maladie, puisque la maladie, on n'en guérit pas. Elle sera toujours là, elle sera toujours avec nous, mais on peut la stabiliser. On peut arriver au stade de rémission. C'est pour ça qu'un diagnostic précoce est très important. Et mon deuxième point, c'était oser parler avec votre médecin. En 2 minutes, je vais vous raconter ma petite expérience, puisqu'elle a été très courte. J'ai eu cette chance-là. Le matin, je me levais, j'avais les pieds comme endormis. C'était difficile de me déplacer. J'avais des douleurs, j'étais un peu rouillée. La nuit, parfois, j'avais des réveils. C'était la même chose, une sensation d'être rouillée. Et puis, la journée passait, tout ça se dérouillait. Il y avait des jours avec, il y avait des jours sans, des nuits avec, des nuits sans. Le temps passait. Et je me disais, mais ma fille, tu deviens folle. Tu es en train de t'inventer des bobos. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et je sentais que mon corps, c'était plus le même. Et puis un jour, première poussée. Je ne savais pas ce que c'était une poussée. Et je me suis dit, je vais attendre que ça passe, je vais prendre un anti-inflammatoire, je ne vais pas trop bouger le membre qui était touché. Et puis voilà, j'attends, ça va passer. J'ai dû faire un faux mouvement, je ne m'en suis pas rendu compte. Quelques jours après, rebelote une autre poussée. Et là, ça ne me paraissait plus très normal. Plus le fait que depuis plusieurs mois, je ne me sentais pas top forme. Je n'étais pas contente de moi, je n'étais pas contente de mon corps et de mon psychique. J'étais vraiment pas au top, quoi. Et donc, je me suis dit, je saute une étape. Je me suis retrouvée aux urgences à la 2e poussée. Et là, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais je pense, ils n'auraient pas pu faire mieux. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils se sont dit, elle s'est foulée le poignet, elle est tombée. Enfin, ce genre de choses. Ils n'ont rien vu. J'ai été renvoyée à la maison. Et ça a été très difficile parce que j'ai eu honte. Déjà avant, quand le matin, je devais remonter la manivelle, afficher un sourire sur mon visage et ne pas parler à ma famille de tous ces petits bobos qui me taraudaient le moral, c'était déjà pas gai. J'avais honte de mon corps qui se déglinguait. J'aimais bien courir, je sentais bien que je ne pouvais plus courir, plus aussi longtemps, plus aussi intensément. J'avais honte d'avoir ce mental qui était défaillant. Et je ressors des urgences, on me dit on ne voit rien. Mais on n'est pas fiers. On se dit qu'on a fait perdre son temps aux médecins, aux infirmières, et qu'on a embarqué son mari dans un truc qui n'était peut-être pas nécessaire, opportun. Mais en même temps, il y avait une petite voix qui me disait « ce n'est pas normal. Va chez ton médecin traitant ». Donc je suis rentrée, j'ai fait l'inventaire de tous ces petits bobos qui me pourrissaient la vie depuis plusieurs mois. Et j'ai pris rendez-vous et j'ai été chez elle avec mon petit papier, ce que je ne faisais jamais avant et que je fais toujours maintenant. Donc, petit truc comme ça pour vous, peut-être ça pourrait vous aider. Notez ce qui ne va pas. C'est le matin, c'est le soir, j'ai mangé, j'ai pas mangé, j'ai bougé, j'ai pas bougé, j'ai dormi bien, pas bien, soit. Peu importe, on s'en fout. Arrivez avec votre inventaire et je lui ai listé mon inventaire. Et vous savez quoi? Médecin généraliste, médecin traitant. Tout de suite, elle m'a dit « je suspecte une polyarthrite rhumatoïde ». Je ne pense pas qu'elle avait suivi un séminaire 2 jours avant. Je pense tout simplement aussi que, grâce à ma petite liste qui avait l'air de rien du tout comme ça, tous ces petits bobos attachés les uns aux autres lui ont permis à elle de se dire peut-être bien que c'est ça. Et on a fait les prises de sang et le résultat est tombé et j'étais chez le rhumatologue et on a mis en route tout le traitement. Et maintenant, je recommence à courir. Et pour moi, ça, c'était vital de pouvoir continuer à courir, à continuer à bouger. Donc ça, c'est mon message en tant que patient expert. Osez parler à votre médecin. Faites des listes, je ne sais pas, essayez d'arriver chez lui armé.
Ayez préparé votre consultation. Posez-lui les questions. J'ai été sur le site internet un tel, je vois ça. Est-ce que ça s'applique à moi ou pas? J'ai rejeté un traitement qui coûtait la peau des fesses, excusez-moi l'expression, parce que je trouvais qu'il n'était pas plus efficace qu'un traitement qui coûtait moins cher. J'ai dit à ma rhumatologue, quel est l'intérêt? Je coûte plus cher à la société pour un traitement qui ne m'apporte pas de meilleurs résultats qu'un traitement moins cher. Donc voilà, ça c'est mon message aujourd'hui. Osez parler avec votre médecin. Et je vous remercie pour votre écoute. Donc je pense qu'on a effectivement vu une vision vraiment de l'expression de l'empowerment du patient par l'expression du passé, par l'expression des symptômes, par l'acceptation de la maladie, par le comportement à avoir avec cette pathologie, mais surtout, bon, c'est le côté médical, mais c'est vrai de discuter avec les médecins. C'est vrai qu'on a de moins en moins le temps à la consultation, mais il y a des moyens, il y a des outils qu'on peut utiliser maintenant. Et effectivement, une petite liste toute simple. Alors, je ne dis pas le dossier de 56 pages qu'on n'aura pas le temps de lire, mais le fait de résumer, de concentrer, de réfléchir sur vos symptômes, ça permet vraiment aussi de faciliter, préparer la visite, tout à fait. Donc je pense qu'on a vraiment une belle démonstration et je remercie beaucoup toutes les patientes ici qui ont bien étalé les différentes problématiques de la maladie, du suivi et de la collaboration avec l'équipe médicale. Merci beaucoup. Je pense que c'est le moment de boire un petit verre et avant de mise en pratique de tout cela dans les différents ateliers qu'on vous a proposés. Je pense que je peux clôturer cette conférence, si vous êtes d'accord. Encore grand merci aux patients et merci à vous tous pour votre écoute.